Bien, bonjour à tous. À défaut de complot maçonnique, vous verrez qu'on est presque dans le complot des polytechniciens. Je plaisante bien sûr, mais j'ai été frappé en préparant cette table ronde, en effet, de voir que parmi nos orateurs, même si Philippe Durance finalement ne peut pas être là parmi nous ce matin, et je vous prie de l'en excuser pour des raisons personnelles, les polytechniciens sont nombreux. Pas tous, mais presque. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai été frappé de constater l'engagement de tous ceux qui vont venir là dans la préparation, mais voilà, ils viennent donner un samedi, au-delà même de leurs activités de réflexion, de choix stratégiques, d'engagement stratégique et technique évidemment, on va le voir, sur les sujets qui nous intéressent ici. Alors, je vais les accueillir immédiatement, mais l'idée c'est bien de commencer par un état des lieux avec deux thématiques parallèles qui est ce défi climatique. On est tous très sensibilisés à cette question, mais pourtant, je ne suis pas sûr que l'on mesure bien à quel point il y a urgence. En tout cas, c'est la question que je vais leur poser. Et puis, la première question, c'est qu'évidemment, on a tous maintenant conscience, même quand on n'est pas un technicien, un expert comme votre serviteur, que la dimension de l'énergie, premier producteur ou un des premiers producteurs de CO2, est donc la première question à poser. Qu'en est-il du défi climatique aujourd'hui, du changement de sa réalité? Et qu'en est-il de la capacité à prendre le virage, à modifier à la fois notre consommation, on verra que c'est fondamental, mais d'abord donc notre consommation, mais notre production d'énergie? Voilà la thématique de cette table ronde. Alors, je voudrais vous demander d'accueillir donc avec moi André-Jean Guérin qui nous rejoint du Shift Project. Nous verrons ce que c'est dans un instant. Yves Marignac de l'association Négawatt qui nous rejoint aussi. Donc deux think tanks, j'y reviendrai. Antoine Huard qui est un spécialiste du solaire, j'y reviens, et Benoît Leguet qui lui va nous parler de finance en matière de transition énergétique. Je vais être un peu plus précis dans mes présentations dans un instant. Alors, je disais, l'objectif bien sûr, c'est qu'on ait une discussion. On est là jusqu'à 10h30, voilà. Merci, c'est parfait comme ça. Vous pourrez... Non, c'était bon. Voilà, André-Jean Guérin, Benoît Leguet, Antoine Huard et Yves Marignac. Voilà. Bon, vous savez, c'est pas très important. C'est surtout les orateurs qu'on va tenter d'identifier. Merci Philippe. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Je disais simplement que l'enjeu, c'est qu'on ait une discussion, évidemment, avec eux. Je voudrais commencer par vous présenter Yves Marignac pardon, je retrouve mes notes. Philippe Durance ne sera donc pas là. Antoine Huard, vous êtes directeur du développement, je disais polytechnicien, ben voilà un premier exemple de général du solaire dont vous nous présenterez dans un instant de quoi il s'agit. On imagine que vous êtes un expert du voltaïque, du photovoltaïque et des renouvelables. Oui. Yves Marignac, vous êtes mathématicien, donc, et non polytechnicien. Vous êtes un spécialiste du nucléaire et de la sûreté nucléaire, et vous êtes le porte-parole et l'homme de la prospective de l'association Négawatt, dont on sait que c'est un des think tanks aujourd'hui qui propose des scénarios, et on verra que votre scénario à 2050, vous en avez déjà pondu un, mais là un nouveau scénario à 2050 qui insiste sur l'idée que les renouvelables, on pourrait être à 100% en renouvelables. André-Jean Guérin, donc vous êtes X-Pont, ancien du CESE, trésorier de la Fondation Nicolas Hulot, et donc le représentant d'un autre think tank qui n'a pas la même analyse de la situation, mais qui s'appelle le Shift Project, et qui fait lui aussi des propositions, comme on le verra comme Négawatt, pour prendre le virage. Je voudrais commencer, vous deux, en ayant présenté Benoît Leguet, qui lui n'est pas, je crois, polytechnicien, mais vous voyez, nul. Ah si, ah bah d'accord, ok, donc j'avais bien vu.
Vous êtes économiste aussi, vous êtes financier aujourd'hui, et donc ingénieur au départ, et vous êtes directeur d'un autre think tank qui s'appelle I4C. Hein. Il y a un jeu de mots, vous êtes un ancien de la Cour des comptes et vous nous expliquerez comment vous avez créé aujourd'hui ce think tank dont l'enjeu est bien de réfléchir et de produire du financement des choix nouveaux sur la problématique évidemment de la transition et des choix techniques qu'on veut engager, le solaire notamment et pas uniquement. Alors, je voudrais commencer avec vous deux, Yves Marignac, André-Jean Guérin, par cette question qui est celle de l'urgence. Qu'en est-il aujourd'hui du défi climatique? Qu'est-ce que ça va impliquer ou implique déjà dans la réalité et dans nos vies? Je vous pose la question parce que je suis par exemple fidèle sur Twitter de notre ami Jean-Marc Jancovici, du Shift Project aussi, qui, si on le suit, nous amène au suicide tous les matins. C'est-à-dire que, en gros, on parle beaucoup de concepts un peu fumeux comme le grand remplacement. Lui, il nous parle du grand effondrement et il nous dit par exemple qu'au fond, la catastrophe est proche, que le Gulf Stream est en train de ralentir, que bon... Qu'en est-il réellement? Il y avait un papier dans le Mondo ce week-end qui nous annonce 3, 4, 5 degrés peut-être à la fin du siècle de plus à Paris, avec des modifications dont on ne mesure pas l'impact. Quel est, vous, qui le suivez de plus près, qui connaissez les travaux du GIEC mieux que quiconque, comment tous les deux, qu'est-ce que vous diriez en complément l'un et l'autre, André-Jean peut-être, ou Yves Marignac, comme vous voulez, qu'est-ce que vous diriez sur cette notion d'urgence? Et puis après, on viendra à vos propositions. Le problème de l'urgence, c'est la façon dont on se représente l'avenir. Il est clair que par rapport à un risque immédiat du lendemain, incertain, il n'y a pas une urgence d'aujourd'hui. En revanche, la tendance de long terme concernant le réchauffement climatique, qui s'exerce sur des années, des décennies, des siècles, des millénaires, appelle à une action dès aujourd'hui. C'est quand même clairement le message d'un accord international. Il n'y en a pas si souvent, celui de l'accord de Paris, qui, tout pays confondu, et même si on peut émettre des doutes sur l'objectif, l'atteinte possible de l'objectif de moins de 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle, il n'empêche, il y a eu un accord de l'ensemble des pays, même si certains veulent se retirer aujourd'hui, pour dire c'est vraiment un sujet pour l'humanité. On est dans une table ronde avec la préoccupation humaniste. C'est un problème de bien-être et peut-être de survie d'une certaine façon de nos sociétés dans le long terme. Et pour pouvoir répondre à cet enjeu, il faut agir dès aujourd'hui. C'est pour ça que Jean-Marc Jancovici insiste, parfois peut-être jusqu'à la caricature, sur la nécessité de prendre des mesures dès aujourd'hui. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est plus pour demain. Le réchauffement climatique, c'est 3 mm d'augmentation du niveau des mers chaque année. C'est une réduction de la surface de la banquise, c'est une fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. C'est aujourd'hui ça, hein. Ça sera encore demain et ça sera encore pendant des millénaires, mais c'est aujourd'hui. C'est d'ores et déjà du réchauffement au sein de la ville de Paris, c'est une succession d'années qui enregistrent les excédents de température. Les 4 dernières années ont chacune été les plus chaudes des enregistrements depuis que ça existe. Donc voilà, c'est aujourd'hui. J'ajoute encore 2 mots, puisqu'on est dans une préoccupation humaniste, sans que les météorologues ou les climatologues puissent valider ce propos, mais ça a été suffisamment dit pour que ce soit rappelé. On considère, un certain nombre de gens qui sont versés sur ces questions-là considèrent que ce qui s'est passé au Darfour est indirectement lié à un assèchement de zones de pâturage qui ont conduit des éleveurs à se déplacer et du coup à avoir des confrontations entre populations qui vivaient sur les mêmes territoires. Même analyse
à propos de la déstabilisation de la Syrie. Alors vous voyez, on est déjà dans les conséquences du réchauffement climatique. On est déjà dans les contraintes qui pèsent sur un certain nombre de populations liées au réchauffement climatique. Et encore récemment, un article le soulignait dans Le Monde, le Pakistan, dès le mois de mai, vivait des températures de 45 degrés, interdisant toute activité à l'extérieur. Qu'est-ce que sera le Pakistan dans 20 ans, dans 30 ans? Peut-être l'obligation à l'ensemble de sa population d'émigrer. Vous imaginez, on ne sera pas sur les problèmes que connaît simplement l'Italie, la Grèce ou l'Espagne aujourd'hui. Alors, Yves Marignac, qu'est-ce que vous rajouteriez à ce diagnostic? J'ai fait un peu de catastrophisme en ouverture, mais enfin, il est un peu... Mais est-ce qu'il y a tout de même pas une dimension d'accélération en ce moment? Cette idée de la baisse, du modification du changement du climat de l'Arctique, du ralentissement du Gulf Stream, est-ce que ça, c'est des choses médiatiques pour faire peur, ou est-ce qu'il y a là aussi une part de réalité? Non, il y a évidemment un phénomène d'accélération, c'est-à-dire quand on déstabilise un système... a priori, le mouvement a tendance à s'accélérer une fois que la déstabilisation s'est opérée, et on est effectivement complètement là-dedans. Je rejoins totalement, à Négawatt, on parle très volontiers de l'urgence de long terme, c'est-à-dire cette idée que la non-soutenabilité à moyen long terme des orientations qui sont les nôtres aujourd'hui appellent des réactions d'urgence à court terme, et c'est tout le sens, on y reviendra sans doute tout à l'heure, d'une vision prospective qui permet d'orienter justement les choix et les ruptures. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est que la question climatique est bien sûr au centre des enjeux, mais que la question n'est pas que climatique, et que peut-être envisager tout le sujet de l'énergie au seul prisme de la question climatique peut amener à des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Pour moi, la question, elle est vraiment systémique. Systémique, et il y a une formule que j'utilise souvent qui est de dire l'énergie fait système et ce système fait société. Ce que je veux dire par là, et je vous demande simplement de penser à l'histoire de l'humanité, à ces grandes étapes, depuis la domestication du feu, des énergies renouvelables sous leur forme traditionnelle, la révolution industrielle du charbon, le pétrole et la mobilité, et aujourd'hui les formes modernes d'énergie. À chaque fois qu'on a connu des grandes évolutions de l'humanité et donc des grandes transformations des sociétés, ça a été à travers un rapport différent aux ressources énergétiques. Et donc aujourd'hui, le problème dont on parle, lié à la consommation d'énergie fossile et au changement climatique, est un problème encore plus global et plus systémique. Et notre approche, en tout cas du sujet à Négawatt, c'est vraiment d'interroger l'ensemble de ce modèle basé sur l'utilisation de ressources de stock, des énergies fossiles, l'uranium dans une moindre mesure, dont on est en train de consommer à une vitesse éclair les stocks par rapport au temps géologique qu'il a fallu pour les former, et qui sont des ressources extrêmement concentrées. Et ça a plein d'implications. Ça a l'implication du changement climatique, ça a l'implication, quand on consomme et libère ces ressources, de repolluer l'environnement, donc c'est la pollution locale, c'est la pollution des eaux, etc. Ça a des implications d'épuisement des ressources, évidemment, de tensions géopolitiques associées à la possession ou la prédation de ces ressources, tensions géopolitiques auxquelles s'ajoutent maintenant effectivement les déstabilisations liées à l'impact de cette consommation. Et je rejoins complètement les préoccupations sur... la Syrie, c'est la perte de fertilité du croissant fertile, berceau de l'humanité. C'est un drame, indépendamment de ce qui s'y passe, qui est un drame pour les populations, à l'échelle de l'humanité et de son histoire, c'est absolument dramatique. Et puis, j'y ajouterai quand même, dans ce modèle, autour d'énergies très concentrées, des inégalités croissantes, paradoxalement, dans l'accès à l'énergie. On estime que aujourd'hui, il y a un facteur de plusieurs centaines entre la consommation moyenne par habitant dans les pays où on consomme le plus d'énergie et dans les pays où on en dispose le moins. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces enjeux, et je pense qu'on rejoint là complètement une vision humaniste, justement, de la nécessité de la transition énergétique qu'il faut adresser aujourd'hui si on parle de soutenabilité. Et oui, compte tenu de la pression croissante de tous ces enjeux faisant système, il y a urgence absolue à agir de façon beaucoup plus résolue qu'on ne le fait aujourd'hui.
Alors, dans la dimension systémique, il y a la capacité que nous allons avoir ou que nous avons collectivement, les humains, à mettre en place, à réaliser techniquement et donc financièrement les choix stratégiques engagés théoriquement par la COP21, mais ensuite en pratique par tous ceux qui aujourd'hui essayent de réaliser ça. Donc ça, c'est un des aspects essentiels et Benoît Leguet nous en dira un mot dans un instant. Évidemment, on va se pencher un peu plus sur je dirais le renouvelable emblématique qu'est le photovoltaïque, et je voudrais particulièrement remercier Antoine Ouar parce que hier, avec la Générale Solaire, son entreprise, il était encore hier soir en Côte d'Ivoire et dans l'après-midi au Ghana, quand on a préparé au téléphone, voilà, et donc il a volé dans la nuit pour être là ce matin, et c'est encore plus remarquable. Mais alors, je voudrais maintenant qu'on... D'abord, vous aurez peut-être noté, ou vous ne l'aurez pas noté, mais les spécialistes l'auront peut-être noté, mais moi je l'ai découvert, donc vraiment de façon très humble, en préparant avec vous deux. Déjà, Yves Marignac a introduit une des nuances qui fait la différence dans l'approche, je dirais, avec le Shift Project. Je m'explique. À l'instant même, vous avez insisté sur cette idée qu'il ne suffisait pas de s'intéresser à l'impact des énergies ou à faire, en quelque sorte, à créer l'inquiétude ou en évoquant les difficultés et en disant il faut juste avoir les bons choix sur l'énergie. Vous insistez sur cette dimension de système. On verra si Shift Project voit les choses de la façon suivante. La question maintenant, c'est, en réponse à cette urgence, qu'est-ce que l'un et l'autre, quelle est votre approche, comment vous fonctionnez, et quelles sont les propositions, de manière assez synthétique tout de même, que vous faites aujourd'hui pour qu'on règle la problématique déjà qui est celle qui nous intéresse, de l'énergie, comment on utilise on fait les bons choix pour essayer de prendre ce virage de façon positive. Alors Yves Marignac d'abord, et André-Jean Guérin ensuite. Alors, le scénario négawatt en 5 minutes, exercice absolument impossible. C'est ça. Non, je vais insister plutôt sur la démarche et finir par quelques grandes lignes des orientations ou des politiques et mesures qui en découlent. Mais l'essentiel de ce que propose Négawatt depuis plus de 15 ans maintenant dans le débat politique sur l'énergie et le climat en France, c'est réellement une démarche systémique de transformation de notre modèle énergétique et, comme je le disais tout à l'heure, ce modèle faisant société, ça veut dire une démarche de transformation de nos modes de consommation et de production, pas seulement dans l'énergie, mais au sens large. Et disons, l'idée fondamentale à partir de laquelle Négawatt travaille sur cette démarche systémique, c'est au fond un changement de paradigme dans notre rapport à l'énergie et plus largement aux ressources, qui consiste à inverser la logique par rapport à la logique traditionnelle qui est de se demander s'il y a des ressources disponibles. Nous, on considère que les ressources et leur utilisation n'a finalement d'intérêt que pour répondre à des usages, et donc on inverse la logique et la démarche de réflexion en partant de ce qu'on appelle les services énergétiques, c'est-à-dire les services rendus à chacun de nous au quotidien par la consommation de l'énergie. C'est de la mobilité, c'est de l'éclairage, c'est du chauffage, de la cuisson, c'est des process industriels pour produire nos biens de consommation, etc. Et donc, on part des services énergétiques pour remonter ensuite aux ressources. Et là, on a 3 grandes étapes. La première étape, c'est celle d'une intelligence sur nos usages. C'est-à-dire consommer de l'énergie, utiliser de la ressource, là où elle rend effectivement du service énergétique. C'est ce qu'on appelle la sobriété, mais donc ce terme est passé aujourd'hui dans le débat, mais il apporte souvent une connotation de restriction ou de contrainte qui est pas du tout celle qu'on veut porter. Nous, vraiment, ce qu'on porte, c'est l'intelligence individuelle et collective dans les usages. La deuxième étape, plus classique, c'est une intelligence technique. C'est sur l'ensemble de la chaîne, jouer sur les rendements pour avoir le moins de pertes possible. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et la troisième étape, c'est un choix, là encore, d'intelligence sur les ressources, qui pour nous, clairement, par rapport à cette notion de soutenabilité systémique, marque la distinction entre des ressources moins soutenables, qui sont les énergies de stock, dans lesquelles on inclut les énergies fossiles, bien sûr, mais aussi le nucléaire, puisqu'il est basé sur une énergie minérale, l'uranium non renouvelable, et de l'autre côté, les énergies de flux,
où l'on ne consomme pas de stock, mais on utilise les flux naturels, qui sont les énergies renouvelables. Alors bien sûr, si on a un prisme où on donne la priorité au carbone, la distinction peut être entre les énergies carbonées, fossiles et non carbonées, donc incluant les renouvelables et le nucléaire. Mais je pense qu'un point sur lequel on sera d'accord, c'est que dans tous les cas, puisque ce qu'on vise en parlant de soutenabilité, c'est de remplacer, substituer des énergies qu'on considère non soutenables par des énergies qu'on considère soutenables, la maîtrise de la quantité globale d'énergie à fournir est essentielle pour faire de la substitution et pas de l'addition, et donc la sobriété et l'efficacité s'imposent à tous. Attendez, juste un point. J'ai l'obsession de la reformulation, mais je vais caricaturer peut-être un peu, mais si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, vous nous dites, peut-être à la différence du Shift Project par exemple, pour nous l'urgence n'est pas que de décarboner, et en particulier, on doit aller plus loin, on doit réduire ou consommer différemment l'énergie, et sortir totalement des énergies de stock. Et en particulier, c'est votre différence, vous êtes hostile de ce point de vue au nucléaire. Quand le Shift Project, mais il nous le dira mieux que moi, dit l'urgence c'est de décarboner, et à cet égard, le nucléaire est un des outils de l'arsenal les plus efficaces. Mais cette nuance, nous y reviendra. Même si on ne va pas faire porter le débat sur le nucléaire, ce n'est pas l'objet, mais cette nuance est importante parce qu'on voit bien que là, il y a une approche différente. C'est effectivement une différence essentielle, mais dans notre vision d'un système soutenable, effectivement, cette notion d'énergie de stock et d'énergie très concentrée va à l'encontre d'un modèle beaucoup plus diffus, démocratique et soutenable au sens de l'ensemble de l'empreinte environnementale. Mais je pense que le point qu'on partage, c'est que cette soutenabilité, quel que soit l'objectif qu'on se donne, plutôt climat ou plutôt plus global, passe par la maîtrise de la consommation. Et donc la sobriété et l'efficacité sont des étapes indispensables. Alors bien sûr, ça se pose différemment en France, où on surconsomme, et dans des pays où la priorité est l'accès à l'énergie. Mais voilà, en France, donc juste pour dire deux mots sur le scénario lui-même. Alors voilà, les propositions. Donc l'idée de Négawatt, et on en est au 4e scénario, qu'on a publié début 2017, c'est de proposer des scénarios à l'horizon 2050 pour la France, en regardant comment, en imaginant, c'est la chance des prospectivistes qui peuvent imaginer que tous les curseurs, tous les acteurs vont dans la même direction. Évidemment, on sait que dans la vraie vie, il y a toujours des compromis entre différents enjeux, mais imaginez comment, jusqu'où on peut aller si on prend tous la même direction. Et le scénario applique de manière systématique donc cette démarche que j'ai décrite au système français. Ça passe évidemment par différentes priorités, je vais en citer quelques-unes. La rénovation thermique en profondeur de l'ensemble de nos bâtiments, qui est vraiment un incontournable. Un travail en profondeur sur la mobilité qui passe par des véhicules plus efficaces, des changements modaux, mobilité douce, transfert vers le collectif ou le ferroviaire, mais qui passe aussi sans doute dans un changement de rapport, de notre rapport à la voiture, pour passer de ce qu'on appelle le modèle propriétaire, où on a une voiture avec laquelle on fait tout, à un modèle serviciel, où on utilise de façon partagée différents véhicules pour différents usages. Ça implique de l'aménagement du territoire aussi, arrêter cette logique d'étalement aujourd'hui où on augmente en permanence les distances à faire pour accéder aux mêmes services. Ça implique bien sûr, en lien avec les besoins industriels, une consommation plus durable de biens, etc. Une consommation plus durable aussi dans l'agriculture, ce qui veut dire réduire la part carnée d'alimentation. Dans le scénario Négawatt, on est à 50% de moins à l'horizon 2050. Des changements agricoles par rapport aux usages des sols. Le développement local des énergies renouvelables, à peu près à part égale, biomasse, sans production dédiée dans le scénario Négawatt, donc que des coproductions et coproduits et sous-produits et énergie renouvelable électrique. Et voilà, le résultat final du scénario Négawatt, en appliquant tout ça, c'est à l'horizon 2050, une division par deux de la consommation finale d'énergie, qui ne veut pas du tout dire une division par deux des services énergétiques. On maîtrise les services énergétiques, mais c'est le travail d'efficacité qui ensuite réduit l'énergie finale nécessaire. Et grâce à cette réduction, on peut arriver effectivement à pratiquement 100% d'énergie renouvelable pour répondre à nos besoins.
Ce scénario, quand on fait son bilan, tout gaz à effet de serre, tout secteur, c'est le premier scénario dont on dispose aujourd'hui en France de trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, donc de trajectoire compatible avec l'engagement de la France dans l'accord de Paris. Et puis, on a évidemment travaillé sur les autres impacts et on peut montrer que c'est porteur d'énormément de co-bénéfices, réduction de la pollution atmosphérique, réduction très forte de la précarité, ça sera abordé, je crois, dans la table ronde suivante, arrêt de l'artificialisation des sols, etc., etc. Merci. Alors, André-Jean Guérin, avec cet enjeu, mais peut-être que là je suis trop caricatural, de la décarbonation et les choix, le scénario, la méthode du Shift Project, autre think tank, et les propositions, les 9 propositions que vous faites. Je t'en prie. Oui, merci, vous m'entendez? Oui. Le Shift Project est en effet une petite ONG environnementale, un think tank, qui est monomaniaque, on va le dire comme cela. Et en quelque sorte, l'accord de Paris est venu conforter une orientation de ce think tank. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc maîtriser, contrôler en quelque sorte le réchauffement climatique. Je voudrais faire 2 remarques avant de présenter les propositions. La première, c'est que l'humanité ne manque pas d'énergie. Le flux solaire, qui est produit par les réactions thermonucléaires au sein de notre étoile, c'est 6000 fois ce dont on a besoin aujourd'hui pour l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a encore de la marge. Le flux thermique, le flux géothermique, qui est lié aux réactions de fission des éléments lourds qui sont dans la croûte terrestre notamment et à l'intérieur, c'est encore une 50aine de fois tout ce que l'humanité mobilise chaque année aujourd'hui. Donc on a de la marge. On ne manque pas d'énergie sur Terre. Le plus difficile, c'est d'évacuer les excédents d'énergie. Car, et c'est un des enseignements du GIEC, ce qui est provoqué par l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, et en particulier du gaz carbonique lié à la consommation des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, c'est 60 fois la mobilisation annuelle de toute l'énergie par l'humanité. Et donc, le réchauffement supplémentaire, en quelque sorte, qui est provoqué par ces gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de 1%, de la capture supplémentaire de 1% de l'énergie solaire au niveau du sol. Donc ça, c'était ma première remarque. On ne manque pas d'énergie sur Terre, on en a trop. La deuxième remarque, et celle-ci est également importante, c'est que des études maintenant qui commencent à être nombreuses, dont une des plus solidement étayées a été faite récemment par Gaël Giraud, qui est un des intervenants dans la dernière table ronde. C'est qu'il y a une corrélation extrêmement forte et précise entre le PIB des pays et du monde et la consommation en volume, non pas en valeur, en volume de l'énergie par l'humanité. Quel enseignement on en tire? C'est qu'il y a probablement un risque non négligeable d'avoir une décroissance économique si, avec une réduction de la mobilisation d'énergie par l'humanité. Et donc c'est quelque chose qu'il faut regarder avec attention. Donc je partage, ceci étant maintenant complètement ce qui a été dit par Yves Marignac sur l'efficacité énergétique. Il faudrait rentrer dans les détails, on ne le fera pas ici, ça serait trop long. Mais oui, il faut plus d'efficacité énergétique. Quant à la sobriété, il faut y regarder de près, parce qu'on sait que des sociétés dans lesquelles le PIB décroît, ça veut dire, en gros, il faut se partager une part de tarte
dont le diamètre diminue, on sait que pour éviter la violence, c'est très très compliqué. On voit bien que c'est le point clé sur lequel, là, il y a un désaccord de méthode. Mais on l'a noté, tout le monde l'a compris, mais je voulais insister parce que... Alors, les propositions de votre scénario à vous, alors que celui de Négawatt est aussi accessible sur leur site, c'est formidablement bien présenté dans les deux cas. Notre ONG monomaniaque Carbone je t'en prie. A raisonné à l'échelle européenne. Pourquoi l'échelle européenne? Parce que la France, en gros, ne maîtrise plus majoritairement l'ensemble des leviers politiques, des politiques publiques qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Les politiques environnementales sont à 80-90% produites au niveau de Bruxelles. Les politiques économiques dont dépendent les prix de l'énergie, etc., sont à 100% au niveau de Bruxelles. Les politiques énergétiques sont partagées, mais elles sont aussi dans la main de l'Union européenne. Et donc, on a voulu regarder les choses au niveau de l'Union européenne. Et le Shift Project a une deuxième manie, c'est de se méfier des scénarios compliqués. Elle ne rejette pas l'utilité des scénarios compliqués. Simplement, on considère qu'il y a un certain nombre de polytechniciens qu'on n'est pas assez nombreux et outillés pour faire des grands scénarios compliqués dans lesquels il est très difficile de rentrer. Et donc, on a préféré avoir une approche simple, certains diront simpliste, à savoir qu'on a regardé à l'échelle européenne quels sont les grands secteurs émissions de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, on a regardé pour chacun des grands secteurs d'émissions de gaz à effet de serre combien il en coûterait si on prenait un certain nombre de mesures qui correspondent à nos recommandations pour réduire les émissions de ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Que le premier secteur le plus émetteur, ce n'est pas une surprise, c'est vrai au niveau mondial, c'est vrai au niveau européen, c'est la génération électrique. La génération électrique représente plus du quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et ça ne va pas s'arrêter, si on a bien compris. Et pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, le constat, c'est que sur ce quart des émissions, il y en a plus de la moitié qui est liée à la partie de cette génération électrique qui est faite avec du charbon ou du lignite. Et donc, la recommandation du Shift, elle est un peu lapidaire, mais il faut arrêter, il faut fermer les centrales à charbon et à lignite en Europe. Au fil, il suffit d'ailleurs, il ne s'agit pas de les fermer par anticipation, il suffit de les fermer au moment où elles deviennent obsolètes, c'est-à-dire au moment de leur fin de vie. Alors évidemment, ça pose des problèmes à certains pays plus qu'à d'autres, et en particulier à la Pologne et à l'Allemagne. On va dire qu'au moins pour la Pologne, il faut qu'il y ait un accompagnement avec du financement européen qui permette à ce pays et à d'autres, mais je prends volontairement les choses de façon limitée pour donner des points de focalisation. Mais pour donner à ces pays la possibilité de remplacer ces centrales à charbon, non pas par des centrales à charbon, alors même qu'ils ont du charbon, mais par d'autres dispositifs, que ce soit par des énergies renouvelables, y compris avec les systèmes qui vont bien pour que les stocks, quand les énergies non pilotables ne fonctionnent pas, eh bien, les réseaux électriques ne soient pas déstabilisés, ou bien par du nucléaire, s'il n'y a pas d'objection au nucléaire. Alors, il y a un pays qui n'en veut pas, c'est l'Allemagne, donc il faut que l'Allemagne, et elle est lancée là-dedans, remplace par de la production de la totalité de ses besoins, notamment par des énergies renouvelables. Elle a commencé largement à le faire. La Pologne, qui ne semble pas opposée au nucléaire, ou la Tchécoslovaquie, la Tchéquie, pardon, eh ben, peuvent peut-être, ce qu'elles semblent faire avec l'aide de la Russie en particulier, eh bien, développer un nouveau nucléaire, on va dire. Voilà. Premier poste, la génération électrique, et première recommandation, on ferme les centrales à charbon et on les remplace par n'importe quoi qui ne soit pas carboné. Et on le fait. Et c'est ce qu'il y a de moins cher. Deuxième grand secteur émetteur en Europe, c'est le tertiaire, les bâtiments. Là aussi, ce n'est pas une nouvelle. Le problème
à ce moment-là, c'est que c'est de loin le secteur le plus coûteux pour réaliser les rénovations qui sont nécessaires pour avoir plus d'efficacité énergétique et de se déplacer pour les utilisations d'énergie dans ces bâtiments vers des énergies non carbonées. Je crois qu'il faut bien avoir les deux en tête. C'est évidemment de l'efficacité, c'est-à-dire de l'isolation thermique, jusqu'à un certain point, et après passer, par exemple, avec de la géothermie, puisque, et c'est la Suède ou la Suisse, par exemple, qui en donne l'exemple, on a un flux géothermique qui est utilisable directement sous nos pieds et qui peut permettre de chauffer les bâtiments. Ça reste le plus coûteux. Donc là, il y a un vrai problème de financement de ces investissements. Troisième grand domaine d'émissions de gaz à effet de serre en Europe, en France c'est le premier, ce sont les transports. Et on a 3 domaines de propositions, de recommandations concernant les transports et notamment périurbains, les transports entre grandes cités européennes et d'autres types également carrément en zone urbaine. Et puis il y a 2 autres domaines sur lesquels des progrès peuvent être faits, c'est celui des industries lourdes, avec la recommandation de plus de recyclage, notamment, parce que les progrès techniques ont été faits, en gros. Et enfin, le secteur des terres. Oh, je ne résisterai pas au plaisir de donner une image. Le secteur des terres, c'est-à-dire l'agriculture, la forêt, les espaces naturels, depuis que la terre est terre, c'est le secteur qui capte l'énergie solaire, qui séquestre le carbone, qui a produit de l'oxygène et qui a stocké les énergies fossiles que l'on exploite aujourd'hui. Donc, ça a été en permanence un puits de carbone. Aujourd'hui, le secteur des terres, dans le monde, en Europe, en France, est émetteur de gaz à effet de serre. Il faut revenir à une situation où le secteur des terres, par des pratiques agricoles adaptées, par un accroissement forestier, par une utilisation accrue des produits de la forêt dans la construction ou dans d'autres utilisations, à nouveau, il faut que le secteur des terres soit un puits de carbone et non pas un émetteur de carbone. Alors, pardon, j'ai été... Non, mais alors, on voit bien dans l'approche qu'on commence... Oui, mais non, mais je voudrais pas que vous répondiez maintenant, parce que, par respect quand même pour nos 2 autres orateurs, il faut qu'ils aient la parole. Mais on y revient dans un instant. Dans les énergies renouvelables, ou les autres énergies que vous suggérez, évidemment, il y a le solaire, on y vient, mais il y a, tu l'as déjà cité, la géothermie et la biomasse, dont tu me disais hier, c'est l'énergie de demain, ou plutôt c'est l'énergie de toujours, parce que ça a été, à commencer par l'énergie humaine, puisqu'on se nourrit pour pouvoir avoir de l'énergie et vivre. Voilà. Mais je le dis juste pour les citer, et puis on y revient un peu plus tard. Non, un peu plus tard. Antoine Noir maintenant, avec le solaire. Alors, le solaire, au fond, ça paraît complètement, peut-être désuet, ridicule de dire, mais qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en fait, il y a des petites choses à rappeler. Et quelle est sa part réelle aujourd'hui? Parce que ça va bien au-delà de la conscience médiatique ou l'usage médiatique qu'on fait de ce concept. La réalité, c'est quoi? Quelle est sa part, par exemple en France et en Europe, dans le mix énergétique? Alors, c'est une bonne question, parce que le solaire, c'est un peu l'énergie de tous les paradoxes. Hein. Ça a été dit, le solaire, on en a en excès. Le soleil suffirait à alimenter largement la consommation électrique mondiale. Et pourtant, en France, la production solaire représente moins de 2%, 1,9% en 2017 de la consommation électrique. Donc c'est quand même extrêmement faible. Et dans le monde, en fait, c'est un chiffre à peu près similaire. C'est de l'ordre de 1 à 2%. Alors il faut bien distinguer le solaire photovoltaïque du solaire thermique. Moi, je vais surtout parler là du solaire photovoltaïque, donc de la part du solaire photovoltaïque dans l'électricité, et plutôt que la part du solaire en général dans l'énergie. Mais en gros, dans l'électricité, c'est ça les chiffres dont on parle. Et quand je dis que c'est l'énergie de tous les paradoxes, c'est que c'est une énergie disponible mais peu utilisée. C'est une énergie
j'y reviendrai tout à l'heure, la plus compétitive aujourd'hui dans beaucoup de situations. Et malgré tout, quand on pense au solaire, beaucoup de gens, j'en suis sûr également parmi vous, pensent que c'est une énergie encore très chère. Et puis c'est l'énergie préférée des Français, 93% des Français sont favorables au solaire, et pourtant c'est une énergie sans doute très méconnue. Donc je salue l'organisation d'un tel colloque, parce que c'est vraiment avec ce genre d'événement qu'on arrivera à répondre à ces paradoxes. Alors, il y a une dynamique du solaire qui va au-delà de l'image, parce que vous nous dites, par exemple, ça c'est déterminant, une des idées reçues, c'était de dire, ok, c'est très bien, mais ces panneaux qu'on fait faire, ou qui ne marchent pas parce qu'ils arrivent de Chine, bon ça c'est fini, déjà ils sont plus efficaces, ou ils sont très chers, les très bons panneaux, voilà. Et c'est donc, ce serait une énergie qui collectivement, avec l'installation de centrales, c'est compliqué et cher. Aujourd'hui, donnez-nous quelques chiffres qui vont clairement nous indiquer que la réalité, c'est qu'il y a une tendance très positive. Prenons les idées reçues une par une, mais en commençant par la compétitivité. Pour donner un chiffre, en 2004, l'Agence internationale de l'énergie, quand elle prévoyait ses scénarios, parce que les scénarios c'est effectivement très compliqué, elle pensait qu'en 2020, on installerait annuellement 5 gigawatts de centrales solaires dans le monde. En 2017, on a installé 100 gigawatts de centrales solaires dans le monde, et donc on peut dire que tout le monde s'est planté, puisqu'on ne peut pas évidemment remettre en question la compétence des gens de l'Agence internationale de l'énergie, mais personne n'a pu prévoir la baisse de compétitivité, la baisse de prix, pardon, et donc la hausse de compétitivité de l'énergie solaire. Le prix a été divisé par des facteurs de l'ordre de 10 en 10 ans, c'est ça grosso modo, c'est en fait un taux un learning rate, un taux d'apprentissage de baisse de prix, on va dire de 28% par an en moyenne depuis que la baisse a commencé. Ce qui nous permet d'atteindre des prix. Alors ça dépend des pays, ça dépend des coûts de financement, ça nous entraînerait dans des considérations très compliquées d'expliquer vraiment dans le détail ce qui peut expliquer des différences de prix d'un pays à l'autre. Mais en France, par exemple, les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie ont révélé dernièrement des prix de l'ordre de 5 centimes du kilowattheure pour l'énergie solaire sans stockage. Et 5 centimes du kilowattheure, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près la même chose que le prix de l'électricité nucléaire historique. Donc on est vraiment dans une énergie compétitive. Mais si vous allez dans des pays plus ensoleillés, il y a eu un appel d'offres à Abu Dhabi où le prix était de 2,42 centimes de dollars du kilowattheure, donc on s'approche vraiment d'une énergie gratuite ou quasi gratuite. Après, effectivement, c'est une énergie qui est non pilotable. J'aime pas trop le mot intermittente parce que c'est l'énergie solaire. En fait, l'intermittence évoquerait l'idée qu'elle peut s'arrêter d'un seul coup sans prévenir. En fait, elle est non pilotable, mais elle est quand même prédictible. De la même manière que la demande d'énergie, elle est variable, mais on sait la prévoir la veille pour le lendemain. De la même manière, l'énergie solaire est variable, mais on sait la prévoir la veille pour le lendemain, et de plus en plus on sait la stocker, puisque le prix des batteries est en train de baisser suivant la même courbe que le prix qu'a suivi les panneaux solaires. Et donc aujourd'hui, en Corse par exemple, ou dans les DOM-TOM, en France, il y a eu des appels d'offres pour des centrales solaires avec stockage, où les prix étaient inférieurs à 10 centimes du kilowattheure. Donc je rappelle qu'en tant que consommateur d'électricité, vous payez sans doute aujourd'hui autour de 16 centimes du kilowattheure votre électricité, ce qui inclut un certain nombre de taxes et de transports, mais c'est quand même pour montrer qu'on est vraiment dans un ordre de prix, y compris dans les centrales solaires avec stockage, qui est tout à fait devenu raisonnable. Bon, mais alors, d'abord j'ai bien noté un truc, c'est que les prospectivistes depuis 30 ans, polytechniciens mais pas seulement, se sont plantés. Bon, donc ça, il faut donc se méfier de tout ce qu'on dit. L'art des prédictions est difficile. Non, c'est pas de la prospective, c'était de la prévision, c'est encore pire. Et donc, juste un mot, alors là encore au-delà de la boutade, sur le pourquoi ça bloque. C'est-à-dire qu'au fond, puisque c'est si bon marché aujourd'hui, et puisque ça a été beaucoup plus vite son développement que prévu, pourquoi c'est si peu développé? Pourquoi ça bloque? Il y a quand même là une question de coût, visiblement. À installer, c'est très capitalistique, vous dites tous. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ce qui bloque, en fait, ça dépend dans quel pays on se place. Si on se place en France, ce qui bloque, c'est un certain nombre de raisons liées à l'existence d'un opérateur historique qui, en fait, font que beaucoup de gens disent on n'a pas besoin de développer du solaire puisqu'on a un mix électrique déjà décarboné. C'est un débat philosophique qui occupe beaucoup de place en ce moment parce que, certes, on a un mix déjà décarboné, mais est-ce que pour autant on doit se priver de se positionner sur une technologie qui semble être quand même une technologie d'avenir puisque le monde entier est en train de passer dessus? Je vous dis, 100 gigawatts installés en 2017, ça fait du solaire la première énergie électrique
installés dans le monde chaque année, devant l'éolien, devant le gaz et loin devant le nucléaire, etc. Et donc, est-ce que la France va être absente de ce mouvement-là sous prétexte qu'on a déjà un mix décarboné, ou est-ce qu'on veut se lancer là-dedans? Et encore une fois, si on a une telle croissance dans le monde, c'est pas par altruisme environnemental. Je pense que lorsque la Chine fait des gigawatts, 50 gigawatts, donc la moitié de ce qui a été installé dans le monde, c'est la Chine qui le fait, c'est pas parce que ils sont tout d'un coup pris d'une passion pour le changement climatique, c'est vraiment que c'est l'énergie la moins chère. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a eu beaucoup de messages pessimistes jusqu'à maintenant, et c'est vrai qu'il faut être conscient de ça. Mais moi, j'aime quand même un petit message d'optimisme, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas de solution. Là, on en a quand même une qui est compétitive. Et le vrai changement, la vraie transition, les moyens qu'on aura de régler le problème du changement climatique, ou en tout cas de le combattre le plus efficacement possible, c'est quand même les signaux prix et la compétitivité. C'est pas forcément, on va dire, on peut le regretter, mais en tout cas, l'intérêt économique et l'intérêt financier restent le moteur le plus puissant des changements et des évolutions des comportements. Alors dites-nous un mot dans ce contexte de ce que vous appelez l'Alliance solaire internationale. Qu'est-ce que c'est et comment vous militez tous aujourd'hui pour... Alors, en fait, je vous rends compte que j'ai pas encore répondu à votre question. Les blocages, pour le dire, il n'y a pas que la présence d'un opérateur historique, il y a aussi le fait que c'est une énergie très capitalistique. Et ça va permettre de faire la transition à la question de l'Alliance solaire internationale. C'est que quand vous construisez une centrale à gaz ou une centrale à charbon, l'investissement initial est coûteux, certes, mais n'empêche que sur la durée de vie de 40 ans de la centrale que vous opérez, eh bien, c'est essentiellement, vous allez devoir acheter des matières premières, par exemple du gaz, pour le brûler et faire de l'électricité. Donc, on dit que c'est essentiellement des centrales qui sont en OPEX, en coût d'opération. Donc, ça veut dire que si au bout de 5 ans, elle est amortie, ou au bout de 10 ans, mettons, au bout d'une certaine durée, elle est amortie, et si tout d'un coup, vous avez, elle s'avère ne plus être rentable, eh bien, vous arrêtez d'acheter le gaz, et puis, entre guillemets, vous en restez là. Le solaire, mais aussi les autres énergies capitalistiques comme l'éolien, l'hydraulique ou le nucléaire, vous faites l'essentiel de l'investissement au début, et donc si ensuite vous avez le moindre pépin pendant les 40 ans de la durée de vie, par exemple un changement politique qui fait qu'on ne vous achète plus l'électricité au même prix qu'initialement prévu, eh bien vous faites faillite. Et donc les banques ne financent ce type d'actifs que si vous arrivez à leur montrer en face que le prix est garanti et stable pendant 20 ans. Alors, on confond souvent ça avec des subventions, c'est pas vrai du tout, puisque ça s'appelle simplement un contrat de long terme. Un contrat de long terme, il y a des tas d'industries qui en font et qui ne sont pas des industries subventionnées. Mais sans contrat de long terme, on ne finance pas d'industries productrices d'énergie capitalistique. Et la preuve, le Hinkley Point en Angleterre, c'est le réacteur nucléaire d'EDF, il a un contrat sur 35 ans. Et nous, en France, sur les centrales solaires, on a des contrats de 20 ans. Mais tous les pays qui ne mettent pas en place ces mécanismes-là, eh bien, ne développeront pas d'énergie solaire, et ça explique en partie cette faible performance. Et là-dessus, l'Alliance solaire internationale est une réponse apportée par la communauté internationale dans le cadre de la conférence de Paris en 2015, qui regroupe 120 pays entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, qui vise à mettre en place un système permettant le déploiement dans ces pays, justement, de ce cadre réglementaire et financier permettant de proposer des prix fixes et des garanties de ces prix, y compris dans des pays qui ne disposent pas d'un cadre réglementaire. Voilà, c'est souvent, malheureusement, des pays qui ont des problèmes de gouvernance, etc. Un mot tout de même sur un point qui touche tout le renouvelable, mais puisque vous en êtes l'expert sur le solaire, c'est fondamental. Il y a une idée fondée, mais qui est en pleine évolution, parce que la technique progresse, c'est celle de, face à l'intermittence, même si vous n'aimez pas le terme, c'est celle du stockage, de la capacité à stocker pour pouvoir gérer dans la continuité le surplus d'énergie qu'on a engendré par du solaire ou de l'éolien. Ça progresse aujourd'hui. Où est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui se développe? Alors déjà, je voudrais dire que avant de commencer à parler de stockage, il faut savoir qu'on peut monter facilement à des taux de solaire ou d'énergie intermittente dans un réseau électrique de l'ordre de 30-40% sans que on ait le blackout tant redouté par un certain nombre d'esprits alarmistes. Donc il y a des pays qui sont à 40% de solaire et éolien, donc énergie renouvelable intermittente dans le mix.
et qui n'ont pas de stockage installé, ou très peu, on va dire des capacités que, par exemple, des barrages hydroélectriques qui peuvent stocker l'eau, mais ça représente, en France par exemple, on en a 5 gigawatts de STEP, on appelle ça, mais c'est donc tout à fait possible techniquement. Après, si on veut aller au-delà, ou si on est dans des configurations très particulières, par exemple dans des pays en voie de développement, si on est hors réseau, il faut du stockage, parce que là, évidemment, il n'y a pas le réseau pour effectuer cette moyenne ou ce foisonnement de la production. Eh bien, effectivement, le prix ne cesse de s'effondrer, puisque si aujourd'hui, les batteries, par exemple Tesla, ou les batteries LG ou Samsung, parce qu'on parle beaucoup de Tesla, mais en réalité, il y a plusieurs industriels qui sont positionnés à peu près au même prix, vous les achetez autour de $250 le kilowattheure. C'était 10 fois ça il y a encore 5 ans, donc c'est allé extrêmement vite. Après, on dit les batteries, effectivement, il faut du lithium, donc ça pose un certain nombre de questions géopolitiques, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura assez de matériaux pour faire toutes ces batteries? Mais le stockage ne se limite pas aux batteries. Vous pouvez stocker sous forme, vous pouvez pomper de l'eau dans les barrages pour stocker sous forme d'énergie potentielle. Vous pouvez stocker sous forme d'hydrogène. Il existe plusieurs méthodes de stockage. Aujourd'hui, c'est vrai que les batteries, c'est quand même la plus compétitive. C'est celle qui est aujourd'hui sur le marché, mais on peut quand même également penser à d'autres méthodes dans le futur. Vous avez eu la décence de ne pas parler de votre entreprise, mais moi je trouve que ce serait intéressant que vous nous expliquiez. La Générale Solaire, c'est quoi par rapport aux grands Total a acheté une très grosse entreprise qui était la première mondiale, quasiment SunPower. Enfin, bon, il y a quelques noms comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Et donnez-nous à voir quelques-uns. Par exemple, vous étiez hier, je ne vous demande pas de nous révéler des secrets, commerciaux ou industriels, mais qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment dans le monde, en France, j'en sais rien. Donnez-nous à voir concrètement ce qui est en train de se développer. Générale du Solaire, c'est une entreprise comme il en existe un certain nombre en France. C'est-à-dire en France, dans les renouvelables, vous avez 3 grands groupes et puis vous avez une pléthore de petites PME de 50, 40, 60 salariés. Nous, on est dans cette gamme-là et notre métier, c'est de développer des centrales solaires photovoltaïques, et puis ensuite de les construire et de les exploiter. Mais le cœur de métier, c'est le développement. C'est quelque chose qui est mal connu. Mais bon, quand vous voyez des projets d'éoliennes ou de centrales solaires dans le paysage, en fait, ça a nécessité entre 3 et 10 ans de travail préalable à la construction, que c'est d'identifier des terrains adaptés, faire des études, d'obtenir des permis de construire, répondre aux recours sur ces permis de construire, faire des appels sur les recours, etc., jusqu'à ce que vous puissiez construire les centrales. Donc ce travail-là de développement, c'est le cœur de métier. Après, on les construit, on les exploite, on vend l'électricité, soit à EDF, soit à des industriels. Donc ça, c'est notre métier. On le fait en France, on le fait en Europe, et de plus en plus maintenant en Afrique. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, c'est que on parle beaucoup de décarboner le mix français, mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut surtout éviter de carboner le futur mix africain. Et ça, c'est pas avec du nucléaire qu'on le fera. Moi, je suis pas du tout anti-nucléaire. Je pense que il y a plein d'avantages au nucléaire, mais on ne construira pas de centrale nucléaire dans le nord de la Côte d'Ivoire parce que tout simplement le réseau ne permet pas de l'accueillir, ou alors ça supposerait des tels investissements qu'on dirait aux gens qui sont là-bas sans électricité, veuillez attendre 20 à 30 ans qu'on puisse vous alimenter en électricité. Donc, soit on développe nous-mêmes une industrie de l'énergie solaire parce que c'est la seule réponse possible pour l'Afrique. Je parle de l'Afrique parce que c'est ce que je connais le plus, mais ça peut être la même chose peut être dite sur un certain nombre de pays d'Asie. Soit on les laisse s'équiper en centrale à charbon. Je pense que là, il faut vraiment qu'on ait ça en ligne de mire. Et donc, le seul moyen, c'est d'arriver à leur proposer des centrales solaires. Moi, c'est pour ça que j'étais là cette semaine. Et quand on leur propose des centrales solaires, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait chez vous ?» Et c'est vrai que ça nous aiderait si chez nous, on en avait fait plus. Or, aujourd'hui, en France, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je pense que derrière, c'est pas qu'un problème il y a un problème environnemental qui justifie la mise en place de centrales solaires, mais il y a aussi une question de politique industrielle, de politique à l'export, de croissance, de transition vers les industries du futur. Et je pense qu'il faut qu'on soit là-dessus. Donc c'était la raison de ma présence là-bas. On est sur des projets de l'ordre de 10 à 20 mégawatts pour alimenter des villes dans le nord de la Côte d'Ivoire, entre autres. Alors il y a une dimension très importante qu'on n'a pas évoquée, mais on y reviendra plus tard, c'est que le solaire, ça peut être à la fois très massif, de très grandes centrales, mais c'est évidemment aussi, y compris la petite centrale Là, vous avez raison, c'est un point très important que j'ai oublié complètement de mentionner, alors que ça me paraît le point le plus majeur, et si vous devez retenir une seule chose de tout ce que j'ai dit, c'est vraiment ça, c'est que le solaire, c'est
complètement disruptif par rapport à toutes les autres sources d'énergie qui ont été faites depuis qu'en tout cas on est dans des systèmes de production à grande échelle. Toutes les sources d'énergie que vous connaissez produisent à partir de machines tournantes. Donc que vous preniez une éolienne, c'est une turbine qui tourne, un barrage hydraulique également, une centrale nucléaire également, et une centrale à gaz aussi, enfin on peut toutes les faire. Le solaire, c'est une énergie qui fonctionne sur un principe qui a été découvert par Becquerel en 1839, donc vous voyez que c'est pas récent, et qui est le principe du photovoltaïque, hein, c'est-à-dire le fait que des électrons puissent se mettre en mouvement dans certains types de matériaux à partir d'une excitation liée à de la lumière. Et ça n'a été expliqué que par Einstein en 1905, ce qui lui a valu le prix Nobel d'ailleurs, mais tout ça pour dire que on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les machines tournantes. Donc là où vous voyez une transition de machines tournantes de plus en plus compétitives, en grossissant par exemple la taille des éoliennes, en faisant des choses de plus en plus massives pour essayer de gagner quelques centièmes de coût, le solaire, lui, disrupte complètement tout cela parce qu'on est sur une dynamique complètement différente. Et c'est cette caractéristique propre qui permet au solaire de faire des centrales à la fois toutes petites dans un village africain et en même temps énormes de 1 gigawatt à Abu Dhabi. Et vous ne verrez pas sur des maisons des petites éoliennes tournées. En revanche, vous verrez beaucoup de gens avoir des panneaux sur leur maison. Parce que la cellule photovoltaïque qui est sur le panneau que vous mettez sur la toiture d'une maison est rigoureusement la même que celle qui équipe les grosses centrales. Donc les efforts de R&D que vous faites pour développer cette cellule peuvent être déployés à toutes les échelles. Ça, c'est vraiment ce qui différencie le solaire de tout le reste, et c'est ce qui fait que je ne parle pas trop de transition énergétique, mais plutôt vraiment de révolution technologique. Et quand on voit les rythmes d'adoption du solaire dans le monde, même si aujourd'hui on n'est qu'à 1%, vous savez, il y a une photo qui est assez connue, c'est que dans les rues de New York en 1900, vous voyez que des carrioles à cheval et une voiture, et heureusement qu'on ne s'est pas arrêté de développer la voiture juste parce qu'on se disait ça représente qu'1%. En fait, en 10 ans, c'était terminé, on voyait plus de carrioles à cheval et on voyait plus que des voitures. Et le solaire est en train de suivre le même rythme. Il y a un expert américain qui étudie ces questions en long et en large et que je vous recommande d'aller voir, c'est Tony Seba, qui est vraiment l'expert de ces adoptions et qui en fait explique que ce soit la voiture, l'internet, le téléphone portable ou le solaire, on est sur les mêmes dynamiques. Donc ça nous incite plutôt à l'optimisme. Merci Antoine Noir. Alors Benoît Leguet, comment mettre la finance au service de ce verdissement, notamment de l'énergie, ou comment verdir la finance aussi? Par exemple, on voit bien que certains grands groupes ou des fonds souverains ont annoncé et pas uniquement, qu'il faut quitter le charbon. On est déjà sur la tendance, le trend proposé par le Shift Project. Le charbon, c'est devenu tabou, ou en tout cas pour un certain nombre de financiers. Et ça modifie du coup les états d'esprit de ceux qui sont évidemment les pivots de la réalisation possible des projets. Alors, parlez-nous peut-être aussi de votre think tank, I4C. Qu'est-ce que c'est que cette association, à quoi elle sert, et quels sont les obstacles aujourd'hui que vous rencontrez pour arriver à financer les projets qui vont permettre de réaliser l'accord de Paris, le cas échéant? Bien, bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer par dire quelques mots sur I4C. En 2 mots, nous sommes un think tank, donc comme mes voisins et collègues. Mais comme tous les think tanks, nous sommes un think tank un peu particulier, puisque d'une part, nous avons 2 caractéristiques. La première, c'est que nous avons une équipe présidente qui est plutôt grosse, c'est-à-dire I4C, c'est 25 personnes, ce qui nous place parmi les gros, entre guillemets, du secteur. Et l'autre caractéristique, c'est que nous n'apportons pas forcément des solutions. Alors c'est très décevant, je sais, vous êtes venus ici peut-être ici pour trouver des solutions, mais ce qu'on apporte avant tout, c'est des éléments pour nourrir le débat public, c'est-à-dire avant tout des faits, des chiffres, des diagnostics et des propositions de méthodes pour avancer. On part du principe, peut-être naïf, que des gens correctement informés avec 2 hémisphères cérébraux correctement cortiqués et des processus qu'on peut appeler démocratie ou autre chose, disons des processus sociaux à peu près bien établis, finissent par prendre des décisions qui ne sont pas complètement idiotes. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on est plutôt en amont et on essaye, plutôt que d'apporter des solutions toutes faites, d'apporter tous les éléments qui permettent de nourrir le débat public. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées, hein, c'est simplement qu'on préfère les apporter, mais comme d'autres... Non, ce que vous êtes en train de nous dire, que ce n'est pas vous qui avez l'argent, quoi, c'est ça? Ah non, ce n'est pas nous qui avons l'argent, ça c'est certain. Alors nous avons, nous avons été fondés en 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, rejoints depuis par l'ADEME et la Caisse de dépôt et gestion du Maroc. Mais nous n'avons pas d'argent, nous sommes avant tout des producteurs, disons, de méthodes, enfin, disons... D'ingénierie financière, quand même. Ingénierie financière, oui, on peut aller jusque-là, mais là déjà on commence à aller du côté des solutions.
Alors, peut-être deux parties dans mon petit propos. La première chose, c'est peut-être rappeler les règles du jeu, c'est-à-dire finalement les contraintes. Je suis ingénieur avant d'être économiste, donc j'aime bien parler de systèmes un petit peu physiques. Et puis, la deuxième partie qui vous intéressera tous, évidemment, c'est comment on finance tout ça. Donc, on va parler un petit peu argent. J'espère en tout cas que le samedi matin, ça ne vous déplaira pas de parler un petit peu d'argent. Alors, première chose, c'est quoi les règles du jeu? Alors, ça n'a pas été précisé par les orateurs précédents, donc je me permets de le rappeler. Les règles du jeu, pour faire simple, c'est l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris? Vous l'avez tous lu, je ne vais pas vous le rappeler. Comme vous avez évidemment lu l'article 2, vous savez très bien quels sont les 3 objectifs de l'accord de Paris. Le premier objectif, c'est maintenir la température, le réchauffement global en dessous de 2 degrés. Par rapport à quoi, on ne sait pas trop, mais en dessous de 2 degrés. Le point important, c'est peut-être déjà stabiliser la température. C'est peut-être ça le point le plus important. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais maintenir en dessous de 2 degrés, ça veut dire à un moment, on arrête de réchauffer. Le deuxième objectif, c'est promouvoir un développement bas carbone qui soit résilient au changement climatique. Sous-entendu, il y aura peut-être un changement climatique même si on maintient en dessous de 2 degrés. Et qui permette par ailleurs, qui ne mette pas en péril la sécurité alimentaire. Ce qui déjà permet de mettre en exergue un point extrêmement important. Sécurité alimentaire, ça nous met tout de suite sur l'utilisation des sols. Et donc quand on parle de quelles énergies pour demain, ça veut dire quelque part qu'il va falloir que ce soit des énergies qui soient compatibles avec une utilisation des sols qui ne mettent pas en péril la sécurité alimentaire. C'est pas que des bio-énergies versus alimentation, c'est aussi d'autres choses. Le solaire, l'éolien, d'autres énergies, finalement tout a une emprise au sol. Et puis des choses qui soient résilientes au changement climatique. Je rappelle pour ceux qui sont distraits, pour produire de l'électricité d'origine thermique, que ce soit du nucléaire ou du thermique à flamme, en général il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il y a un petit problème. Donc voilà, c'est tout ce genre de petites choses, quand Yves parlait de système, c'est tout ce genre de petites choses complètement anecdotiques auxquelles il faut peut-être penser quand on se dit comment on va faire pour faire du 2 degrés. Et puis le troisième objectif de l'accord de Paris, c'est celui que je préfère, il faut aligner les flux financiers pour atteindre les 2 objectifs précédents. Alors, sous-entendu, les flux financiers aujourd'hui sont peut-être pas alignés. Enfin, c'est peut-être ce que ça... Pas complètement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très simple. Si on veut contenir le réchauffement global en dessous de 2 degrés, alors là, on va faire un petit peu de physique. Si on veut stabiliser la température, ça veut dire qu'il faut stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Condition nécessaire qui, malheureusement, est loin d'être suffisante. Stabiliser la concentration, alors c'est là, je sais, on est au CNAM, c'est le samedi matin, compliqué, tout ça. Dérivée intégrale, stabiliser la concentration, ça veut dire qu'il faut ramener les émissions à net zéro. Boum. Ramener les émissions à net zéro, et ça avant la fin du siècle. Alors pourquoi avant la fin du siècle? C'est si on veut rester en dessous de 2 degrés. Si on le fait en 2200, 2300, c'est très bien, on stabilisera la température, sauf qu'on sera peut-être à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, etc. Donc ramener les émissions à net zéro, aujourd'hui on est à 50 milliards de tonnes équivalent CO2, si vous ne savez pas ce que est de l'équivalent CO2, allez voir sur Internet. 50 milliards de tonnes, et en gros, même en tenant compte du puits carbone mentionné par André Jean, de la photosynthèse, le carbone dans le sol, etc., à la louche, je vous donne des ordres de grandeur, c'est à peu près 10 milliards de tonnes par an, si on change nos pratiques, etc. Donc il va falloir, en 50 ans pour faire simple, passer de 50 milliards de tonnes équivalent CO2 à 10, maxi. Comment fait-on pour ça? Très bien, en fait, en français, ça veut dire qu'il faut passer d'un monde dans lequel 80% de l'énergie qu'on utilise est d'origine fossile, à un monde dans lequel quelques pouillèmes d'énergie fossile sont encore utilisables, en mettant de côté l'objection d'Yves, qui est que de toute façon, c'est pas durable, etc. Mais donc, en se disant, voilà, si on s'autorise cette petite fossilitude, entre guillemets, si vous me permettez ce néologisme, il va quand même falloir passer de 80% à 0% en 50 ans. C'est très simple, vous me direz, il n'y a qu'à Faucon, il suffit de... Voilà, très bien. Comment fait-on? Alors, premier point, quand on parle de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, on ne parle pas que d'énergie, et ça, je tiens à le dire. Et deuxième chose, quand on parle d'énergie, on ne parle pas que d'élec. En général, un être humain normalement constitué a besoin de se loger, de se nourrir, de se déplacer, etc. Donc il a besoin d'énergie un petit peu. La nourriture, c'est de l'énergie déguisée aussi, du moins avec nos systèmes agricoles actuels. Et en tous les cas, il n'y a pas que ça. Ne retenez peut-être pas qu'il n'y a pas que... retenez qu'il n'y a pas que l'énergie et que l'élec. Il y a plein d'autres choses, et dans nombre de pays, notamment africains, l'essentiel des émissions sont plutôt des émissions d'origine agricole et forestière. Mais tout ça, on met tout ça dans le même bateau, il va falloir arriver à net zéro avant la fin du siècle. Si vous êtes fort en maths, net zéro, ça veut dire que si le monde est net zéro, ça veut dire qu'à peu près tout le monde va devoir être net zéro. Tout le monde. Je dis bien les États-Unis comme le Mali, pas trop loin de net zéro. Bon, on a 50 à 100 ans, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. Et par ailleurs, c'est pas que les États,
les États vont être net zéro, mais les émissions des États n'existent pas. Les émissions des États, c'est les émissions des individus, des entreprises, etc. Et donc, ça veut dire qu'en 2100, nous serons des individus net zéro qui travailleront pour des entreprises net zéro, dans des collectivités net zéro, elles-mêmes sises au sein d'États net zéro. Voilà, ça donne un petit peu l'objectif. Est-ce que vous permettez une objection ? Face à cette exigence que vous venez de rappeler, on peut aussi vous dire, ce qui se profile, c'est quoi? C'est une humanité à 9 milliards, 9 milliards un peu plus assez vite, avec peut-être plutôt du plus 2, plus 3 que du plus 0,5 ou 1, et puis avec moins d'eau ou une gestion de l'eau qui pose un problème. Enfin, tout ça, ce sont des éléments des scénarios, par exemple, mais pas uniquement du Pentagone. On a aussi dans la Maison France des gens qui sont prospectivistes de la guerre et qui voient ça aussi, ces scénarios-là. Bref, comment on fait pour flécher l'argent dont vous me dites qu'il existe, il y a suffisamment sur Terre, ah bon, mais pour le rendre, pour le flécher vers ce qui doit, on a bien entendu la remarque d'Antoine Noir sur les banques qui disaient, ben non, si on ne me garantit pas le prix, je ne paye pas. Comment on fait alors? Comment vous n'avez pas déjà démissionné ou voilà, ou vous n'êtes pas suicidé parce que c'est quand même ça la réalité. Donc comment on fait? Alors pourquoi je ne me suis pas suicidé, j'ai pas démissionné, c'est tout simplement parce que je suis convaincu que cette transition est faisable. Alors vous allez me dire non, c'est pas possible et tout, ben, je vais vous dire si, quand on n'aura plus d'énergie fossile, de toute façon, on l'aura fait la transition, on sera ramené à net zéro. Donc la question, c'est pas tellement de savoir si on peut le faire, c'est... Enfin, excusez-moi, vos collègues des grandes boîtes de Total sont très forts et ils nous trouvent toujours des réserves en plus qui vont chercher encore plus loin. Donc c'est pas pour demain tout de suite quand même. Donc non, c'est pas forcément ça là, qui va tout déclencher. Comme disait Keynes, dans le longtemps, on est tous morts. Donc si c'est pas pour demain, si c'est pas pour dans 200, 300, 500 ans, si c'est dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, de toute façon, à un moment, on sera à net zéro. Donc de toute façon, l'urgence climatique ne fait que rapprocher l'échéance. Alors comment on fait? Alors là, je vais vous donner un scoop. Si on veut atteindre le net zéro, il faut investir un peu plus dans le vert et un peu moins dans le marron. Jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. Alors comment on fait pour ça? Alors après, vous mettez ce que vous voulez dans le vert ou dans le marron. Je ne vais pas rentrer dans le débat nucléaire versus, etc. Voilà, mais il faut investir plus dans du bas carbone et moins dans du carbone intensif. Alors déjà, les montants, peut-être, de combien parle-t-on? Si on veut investir dans un scénario 2 degrés compatible, il faudrait mobiliser en termes d'investissement annuel à l'échelle mondiale à peu près 5 000 milliards de dollars. Vous voyez tous ce que ça représente, 5 000 milliards de dollars, c'est très facile à intuiter. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait mobiliser chaque année. C'est énorme. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on veut investir dans des infrastructures même compatibles avec un scénario 6, 7, 8 degrés, etc., il faudra de toute façon mobiliser à peu près 5 000 milliards de dollars par an. C'est-à-dire le même montant. Donc en gros, la différence n'est pas tellement quantitative. Faire du vert, ça coûte un petit peu plus cher à court terme, mais elle est surtout qualitative. C'est certainement moins de charbon et peut-être plus de solaire ou plus d'autres choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de montant à mobiliser, c'est la même chose. Comment on fait? Alors la question, c'est pas tellement de savoir comment on fait pour mobiliser cet argent. Il est là et il sera peut-être là, mais ça s'appelle du développement et pas tellement du climat. Comment on fait? C'est bien simple, il suffit de prendre l'argent qui allait vers le marron et de l'amener vers du vert. Très simple. Pour ça, il y a 2 choses à faire, à mon avis. Alors, déjà, premier élément, je vais vous dire 4 éléments peut-être à retenir. Premier élément, c'est quand Antoine disait, c'est André Jean, pardon, qui disait, c'est coûteux. Je voudrais, en tant qu'économiste, vous mettre dans la tête que la notion de coûteux est quelque chose d'extrêmement relatif. Un coût n'existe pas en tant que tel, ce n'est qu'une valeur relative. Qu'est-ce qui est plus coûteux que quelque chose d'autre? Ça dépend des autres options finalement. Alors l'autre option c'est quoi? C'est effectivement, on ne fait pas du net zéro et puis on arrive à un monde à plus 4, plus 5 degrés avec le Pakistan, etc. Là il y a peut-être des coûts aussi, mais bon, on ne les prend peut-être pas dès le début, donc comme ils sont à long terme, on se dit non, finalement ces coûts n'existent pas. Ils finiront par exister. Donc tout ça pour dire, si on veut arriver à du net zéro, il y a 2 façons de faire. Soit vous faites de l'incrémental en commençant par les réductions d'émissions les moins coûteuses, et puis quand vous avez fait les moins coûteux, vous faites le un peu plus coûteux, etc. Et là, c'est la solution rêvée pour vous planter. C'est-à-dire qu'en 2050, vous arriverez à un état du monde où finalement vous aurez tout fait pas trop coûteux, et puis après vous aurez les vrais coûts qui arriveront. Et là, ça va être pas rigolo. L'autre façon de faire, c'est une méthode peut-être un peu plus ingénieure. Vous partez du point d'arrivée. Vous dites, voilà, moi je vais être à net zéro en 2070, 2080, et vous faites ce qu'on appelle du backcasting. Vous dites, voilà, moi je vais être là en 2050 ou 2080, comment je fais pour y arriver? Quelles sont les étapes? Quels sont les points bloquants? Qu'est-ce que je développe dès aujourd'hui, même si c'est plus coûteux? Alors,
le solaire, la rénovation énergétique du bâtiment qui est très coûteuse, etc. Si on ne le fait pas maintenant, du bâtiment, sur 50 ans, on a peut-être une opportunité, pas deux, une opportunité pour faire du bas carbone. Si on ne le fait pas à ce moment-là, c'est foutu. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas au... Très concrètement, il y a des choses qu'on peut décider. Il y a des taxes, la taxe carbone, il y a des normes, il y a des incitations du marché. C'est quoi les outils, les leviers pour qu'on y arrive? Alors, je vous presse parce qu'on est presque à la fin à 10h30 et je voudrais quand même prendre des questions de la salle. Je voulais bien poser ce diagnostic déjà pour dire qu'est-ce qui est coûteux, parce que ça permet de calibrer les politiques. Mais montrez-nous comment on fait. Alors comment on fait? C'est simple, tout est simple, hein, c'est vraiment très facile. Il faut jouer sur deux choses. Les financiers comprennent, parce que je vais quand même parler un petit peu de finance, comprennent deux mots, c'est rendement et risque. Alors pour jouer sur le rendement, il suffit de mettre en place des politiques qui permettent de tirer la demande en capital vert, on va dire. Donc vous mettez des prix du carbone, des normes, ce que vous voulez, mais tout ce qui permet finalement de rendre rentable des investissements bas carbone. Donc là, Antoine en touchait deux mots tout à l'heure. Il faut que ces investissements soient rentables. S'ils ne sont pas rentables, de toute façon, vous ne trouverez aucune banque pour vous les financer. L'autre levier, c'est de jouer sur le risque et donc de jouer sur ce qu'on appelle l'offre de capital. Finalement, comment les financeurs, comment les investisseurs viennent à donner du capital à votre projet bas carbone et résilient, adapté au changement climatique. Alors, pour donner une petite idée de l'appréciation du risque quand même, il y a deux choses qui pendent au nez des financiers. C'est des choses qui ont été dites par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc un peu plus sérieux que moi en termes de... Enfin, il a un peu plus l'oreille des milieux financiers, on va dire. Le premier risque que ce fameux gouverneur de la Banque d'Angleterre pointe, c'est le risque de transition. C'est en gros, vous ne bougez pas alors que le reste du monde bouge, donc vous êtes en gros le dernier homme de Cro-Magnon à fabriquer ses silex bifaces. Et vous êtes très content avec vos silex bifaces, vous essayez de les rendre de plus en plus efficaces, mais finalement vous passez à côté d'une révolution que vous n'avez pas vu venir. Alors ça c'est le risque dit de transition. Le risque de transition, il s'est matérialisé, vous avez tous en tête l'exemple de Kodak. Kodak a disparu, alors c'est pas un exemple climatique, hein, mais Kodak a disparu parce qu'ils ont simplement pas complètement vu venir le numérique. Bon, c'était un géant, hein, bien installé, etc. Il y a plein d'autres effets Kodak, hein, il y a plein d'entreprises ferroviaires aux États-Unis, enfin bref, on pourra en citer plein. C'est pas voilà. L'autre risque, c'est le risque, disons, le risque physique, qui est également pointé par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est si les actifs dans lesquels vous avez investi ne sont pas climate proof entre guillemets, ils risquent de perdre de la valeur. Alors ça, c'est pas de mon point de vue, hein, je suis un ancien météo, océano, etc. De mon point de vue, c'est le principal risque. Pour vous donner un ordre de grandeur que les gens n'ont pas toujours en tête, là on est en train de se dire on va faire du plus 5 degrés en 200 ans, à la louche. Hein. Ce qui nous sépare des mammouths, c'est 5 degrés il y a 20 000 ans. Donc on va 100 fois plus vite que ce qui nous sépare des mammouths. Bon, je ne sais pas quel était le PIB, quelle était la tête de l'économie du temps des mammouths, je ne sais même pas si la question a un sens. Mais en tout cas, quand on nous dit on va se prendre 5 degrés en 200 ans et on va perdre 20 points de PIB au passage, là, mon cerveau d'économiste dit oui, le travail est bien fait. Mon cerveau d'ingénieur me dit non, là, il y a un lièvre. Donc voilà, mon intuition, c'est qu'on risque de perdre beaucoup plus que 20 points de PIB. Sauf évidemment à bouger et donc à faire des choses, à être un peu climate proof. Merci. Alors, je vais prendre une série de questions. Voilà, je vous en prie. Un petit mot de présentation et question courte, ça fonctionne. Allez-y. Oui, bonjour. Ma question, en fait, elle est relative au changement de paradigme qu'a évoqué Yves Marignac en début de table ronde. Est-ce qu'un changement de paradigme tel qu'il l'a évoqué, donc qui veut dire qu'on change complètement de système et de façon de penser, ne devrait pas impliquer aussi un changement dans les principaux indicateurs qu'on se fixe pour piloter, notamment, je pense au PIB, parce qu'on n'arrête pas de parler du PIB. Il y a un intervenant qui a évoqué le fait que il y a un lien très étroit entre le PIB et la carbonation de l'économie. Mais effectivement, si on garde que ça comme indicateur, est-ce que du coup, on ne va pas passer à côté tout un tas de choses? On parlait des migrations, etc. Le PIB, il ne mesure pas tout ça. Et donc, est-ce que ce changement de paradigme ne doit pas aussi impliquer un changement d'indicateur? Alors, madame, ou monsieur, oui. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on parle effectivement de transition énergétique et je tenais d'abord à vous saluer pour vos propositions qui jusque-là sont effectivement très intéressantes. Cela dit, je déplore un petit peu malheureusement jusque-là, c'est qu'on ne parle pas trop des marges de manœuvre
que l'on a pour les mettre en place. Et quand je parle de marge de manœuvre, je pense notamment aux marges de manœuvre politiques vis-à-vis des lobbies de l'énergie, par exemple, et des énergies fossiles. Donc vous parliez, monsieur, de rentabilité. Effectivement, si c'est rentable, c'est sûr que ça marche. Mais ceux qui sont dans les énergies carbonées ou les énergies fossiles n'ont pas besoin de faire d'investissement et d'attendre des retours sur investissement pour rentrer de l'argent. Ils en ont déjà beaucoup par toutes ces énergies qui sont effectivement très très polluantes. Alors, effectivement, comment ma question, finalement, c'est de me dire, avant de parler peut-être de transition énergétique ou de trouver les moyens de la mettre en place, ne serait-il pas intéressant de faire une transition politique d'abord? Qu'en pensez-vous? Merci. Monsieur à côté. À côté. Merci. Oui. Quand on essaie de trouver les solutions pour résoudre les problèmes qu'on a identifiés, souvent, on part évidemment des connaissances qu'on a aujourd'hui. Bon, on a régulièrement des débats dans le 9e arrondissement sur la question de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la révolution scientifique dans laquelle on est déjà engagé. Et donc, je reviens sur la question environnementale. Comment peut-on intégrer dans les solutions à trouver l'apport de l'intelligence artificielle, qu'elle plaise ou non, hein, que l'homme augmenté plaise ou non, de toute façon, voilà, c'est dans ce contexte qu'on est. Est-ce que demain, on ne va pas moins se déplacer grâce à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne va pas manger autrement grâce à l'intelligence artificielle? Bon, bref, on peut décliner un petit peu tous les aspects de notre mode de vie qui génèrent des problèmes environnementaux. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se projeter sur cet aspect-là, sur l'évolution de la science? Absolument. Notez. Alors, ici aussi une question prise. Oui, bonjour. Est-ce qu'on n'a pas, avec cette table ronde, un peu glissé sous la table le poids du nucléaire en France? L'association Négawatt, dans son projet, enfin dans sa version de l'année dernière, tient compte du fait que l'on sort de l'énergie nucléaire, qu'on peut sortir de l'énergie nucléaire en 2035. Est-ce que l'on tient compte du renouvellement du coût de ces centrales? C'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on tient compte du coût possible dans les investissements à imaginer d'un accident nucléaire majeur? L'exemple du Japon et du coût de l'accident nucléaire au Japon modifie complètement la vie du pays. Ouais. Est-ce que ce genre de choses est tenu en compte dans vos différents raisonnements? Merci. Ici, monsieur ici, et les réponses des orateurs. Je vous en prie. Bonjour. Ma question est complémentaire à ce qui vient d'être dit à propos du coût du nucléaire. Non, pas du coût du nucléaire et des batteries, tout ce qui concerne la dénucléarisation des centrales et le nettoyage des batteries une fois utilisées. Ces coûts-là n'est pas évoqué quand on achète maintenant un appareil quelconque, dans le prix il est indiqué le coût de destruction, et là on n'en parle pas. Merci. Monsieur ici, voilà, au second rang, s'il te plaît. Oui, voilà. Au niveau des financements que vous avez évoqués sur les scénarios qui sont à mettre en œuvre, vous avez beaucoup utilisé l'argent privé, mais vous n'avez pas parlé de l'argent public. Or, peut-être contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, l'investissement en France se base beaucoup sur l'argent public. Et donc, quel scénario vous voyez là sur la partie financière, justement, sur le mixte argent public, argent privé?
Merci. Alors, monsieur, et je crois madame aussi, non? Monsieur, ce sera la dernière question, là, parce qu'on n'y arrivera pas. Je vous en prie. On a eu un bel éclairage avec des experts patentés, c'était très très utile et précieux. Donc la question que je voudrais poser, puisque je vois que dans ce colloque qui est très bien conçu et monté, il n'y a ni le mot éthique ni le mot politique. Bon, il y a eu déjà une allusion, une question qui a été faite, mais quel serait pour vous, et pour ceux qui viendront l'après-midi, je dirais, parce que je suis avec vous ce matin, mais mon emploi du temps ne me permet pas d'être l'après-midi, mais quel serait pour vous, messieurs, les leviers indispensables dont vous auriez besoin, et d'autres, au niveau politique et éthique, de même que, par exemple, pour ce qui est de la bioéthique en France, il y a quand même une commission nationale, il y a les révisions, c'est pour donner une piste, quels seraient les leviers dont vous auriez besoin pour avoir un accès qui ne soit pas fondé que sur la société civile, mais qui fasse un lien entre société civile et politique, avec une réglementation, des possibilités de révision de loi, etc., pour avancer d'une manière beaucoup plus coordonnée et précise. Merci. Je vais vous demander de faire une synthèse parmi toutes ces questions, vous répondez à celle que vous souhaitez, évidemment, et puis en même temps, conclusion de notre table ronde, si vous voulez bien. Yves Marignac, je vous en prie. Exercice redoutable. Je vais commencer par la question qui m'était adressée directement sur le changement de paradigme auquel appelle Negawatt et qui me semble dans tous les cas indispensable. On n'utilise pas tous les mêmes mots, mais on parle bien tous d'un changement en profondeur, et je rejoins d'ailleurs totalement ce que disait Benoît Leguet tout à l'heure sur le grand risque de l'incrémental. Et c'est bien pour ça que la prospective, la vision à long terme est nécessaire pour identifier les ruptures. Une fois qu'on a dit ça, mettre en œuvre ces ruptures, évidemment, se heurte à plein de choses. Je pense que ce qui est assez clair aujourd'hui, pour être optimiste, c'est que les solutions, la faisabilité de mise en œuvre au rythme voulu, des solutions en matière de sobriété, d'efficacité et surtout de renouvelables, parce qu'il y a effectivement des phénomènes extrêmement disruptifs qui se passent de ce côté-là, cette faisabilité, elle est avérée aujourd'hui. Et la rentabilité à long terme de ces actions, c'est-à-dire le bénéfice que la société tirerait de réaliser ces investissements qui effectivement sont peut-être un delta plus coûteux, mais qui à long terme génèrent des bénéfices, d'autant plus si on les compare aux risques d'effondrement économique, etc., si on ne fait rien. Tout ça, à mon avis, ça reste discuté, mais ça n'est plus réellement discutable. La question, c'est effectivement comment on fait. Et là, le changement de paradigme, il doit aussi, évidemment, être économique. Et c'est bien pour ça que nous, on a un réflexe d'ingénieur, même si je ne le suis pas, mais il y en a beaucoup à Negawatt. Et on décrit, à travers notre scénario, une trajectoire physiquement réaliste, pour ensuite interroger la manière dont les mécanismes économiques doivent le permettre. Sortir d'un indicateur comme le PIB, c'est une évidence. J'ai plutôt en trouvé un autre. Ah mais j'utilise trivialement souvent en conférence l'exemple tout simplement de laisser la lumière allumée dans les toilettes. C'est bon pour le PIB, c'est évidemment très mauvais d'un point de vue environnemental. Et donc trouver des indicateurs qui valorisent justement une économie qui crée de la valeur autour de services au lieu de créer de la valeur sur la prédation de ressources, c'est aujourd'hui fondamental. Au-delà de ça, il y a toute la logique des signaux économiques qu'on envoie, comment on oriente les investissements sur les bons signaux à long terme. Et ça, je ne rentre pas dans le détail parce que d'autres en parleront, mais quand on entend que effectivement le photovoltaïque c'est rentable dans tous les cas, que la rénovation thermique, certes, c'est un investissement important, mais qui se rentabilise sur la vie du bâtiment, etc. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment comment on met en place politiquement ces points. Et sur les marges de manœuvre politiques, la nécessité d'une transition politique, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup qui se joue effectivement dans des enjeux de gouvernance. Il y a peut-être besoin, même si je n'ai pas beaucoup d'éléments pour répondre au levier du point de vue éthique et politique, ça me faisait simplement penser au projet, je crois que c'était Dominique Bourg qui le portait, de la maison du long terme, c'est-à-dire d'avoir une instance qui réfléchisse spécifiquement à ces questions de long terme et à la manière dont les signaux politiques et économiques doivent le prendre en compte. Juste en lien avec ça, un point sur la sobriété quand même, parce que tout à l'heure, André Jean a dit
il y a une corrélation très forte entre le PIB et la consommation en volume d'énergie. Donc, si on fait de la sobriété, c'est moins de richesse, la nécessité de partager, c'est difficile. Enfin, c'est surtout la guerre, quoi, en gros, le risque. Je pense d'une part que la sobriété telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire une intelligence d'usage, c'est pas une nécessité de se restreindre, de partager les usages les plus nécessaires et vitaux, c'est la nécessité ensemble d'éliminer les usages qui ne rendent aucun service et donc où au fond, si on les élimine, ça ne prive personne. Et je voulais revenir à la dimension internationale pour dire que, de notre point de vue, la sobriété, c'est un vrai message de solidarité. C'est-à-dire que, à la fois, on pense que le scénario Négawatt montre que la sobriété, on en a besoin pour atteindre nos objectifs climatiques et de soutenabilité dans les pays surconsommateurs comme le nôtre. On pense que c'est un message urgent à envoyer aux classes moyennes des pays émergents qui, par centaines de millions, cherchent à reproduire notre modèle, ce qui nous amène évidemment tous dans le mur. Et on pense enfin que c'est un vrai message de solidarité entre des pays où on surconsomme de l'énergie, souvent sans rendre de véritables services, et des pays où l'accès à l'énergie pour des besoins vitaux n'est pas assuré. Voilà, je m'arrête. Non, juste un mot quand même qui va faire le lien avec André-Jean Guérin, c'est la question sur le nucléaire. Oui, voilà. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé dans votre scénario le coût de fermeture, le coût des ports sur d'autres énergies, etc. Alors sur le nucléaire, 2 points là. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est pour des raisons de soutenabilité et globale, comme je l'ai expliqué, que dans le scénario Négawatt, on teste la possibilité d'une trajectoire où l'on ne renouvelle pas, où l'on ne prolonge pas et ne renouvelle pas le parc nucléaire actuel, et on pense que ce scénario fait la démonstration que c'est possible. D'autres études de RTE, de l'ADEME vont de plus en plus dans ce sens. Mais d'un point de vue purement économique, si on pense prolongation du nucléaire ou nouveau nucléaire, compte tenu du fait que, peut-être pour résumer d'un mot ce qu'a dit Antoine Huard, la compétitivité bas carbone dans l'électricité, elle est gagnée maintenant par les renouvelables. André-Jean disait si d'autres pays européens veulent remplacer du charbon par du nucléaire, si ça n'est pas par les renouvelables, très bien, mais ça coûte partout en Europe plus cher, beaucoup plus cher maintenant, de faire du nouveau nucléaire que de faire des renouvelables. Donc sur le coût global, il n'y a pas de discussion. Sur le coût du démantèlement, qu'on l'intègre dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, il sera le même. Et sur le coût de l'accident, ça fait partie de notre raisonnement sur la soutenabilité, ça ne rentre pas dans un raisonnement économique. Le coût d'un accident nucléaire comme Fukushima, comme Tchernobyl, ou la modélisation qu'a pu faire l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du coût d'un accident majeur en France, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros pour l'économie française. C'est majeur. Et c'est tellement majeur, compte tenu par ailleurs de la probabilité assez faible, heureusement, que c'est juste impossible de l'incorporer à des raisonnements économiques normaux. Alors, merci. André-Jean Guérin, il y a la question de l'approche, mais il y a la question de la puissance de lobbying et donc de choix d'orientation politique même, oui, je sais, 5 minutes, qui est posée. Quelle est la question à laquelle tu veux répondre sur tout ça? 2 petites choses. D'abord, il faut des politiques publiques qui, ça a été dit, et je le redis aussi parce que c'est vraiment essentiel, qui encouragent l'orientation de l'économie et donc des investissements. Donc une politique de prix du carbone est indispensable. Malheureusement, aujourd'hui au niveau européen, elle est insuffisante. Des politiques de régulation qui limitent, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre liées à la génération électrique seraient indispensables. Celles qui existent déjà au niveau européen et français concernant l'isolation des bâtiments demandent à être renforcées, mais c'est une bonne voie que de l'avoir. Donc on ne sortira pas de la situation actuelle pour aller vers de la décarbonation sans politique publique et sans politique publique forte. Donc ça demandera des normes, malgré ce qui semble vouloir être démantelé aujourd'hui. L'accès au financement dépendra de la mise en place de ces normes. C'est les choix politiques de la société qui sont importants. Alors, sur la dernière question que tu as posée,
quels outils seraient nécessaires? Je crois que, et malgré le choix de ce pays de s'écarter de l'Europe, la Grande-Bretagne donne un bon modèle. Ils ont décidé, il y a déjà 7-8 ans, de mettre en place l'équivalent d'une Cour des comptes carbone, c'est-à-dire d'une haute autorité qui rapporte auprès du gouvernement et auprès du Parlement britannique sans être inféodé ni à l'un ni à l'autre sur la compatibilité des choix de politique publique par rapport à un bilan carbone, voilà, qui est fixé loin. Ça, c'est un indicateur. C'était un outil d'indicateur. C'est un excellent indicateur, mais il faut plus que ça. Il faut un outil. Or, aujourd'hui, les quotas carbone, en quelque sorte, c'est pas le mot qui est donné, mais enfin les bilans carbone qui sont donnés dans la politique française sont malheureusement trop inféodés directement à l'exécutif. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, essentiellement, je ne veux pas répondre sur le nucléaire, c'est pas l'objet de... Mais on pourrait... Non, on peut passer faire table ronde. Le micro à Benoît Leguet pour qu'il réponde sur la question de l'argent, argent public et argent privé. Ah bah et, oui, et on demandera à Antoine Noir de dire le mot final de la table ronde. Voilà, c'est le solaire. On va finir de façon solaire. Alors sur argent public, argent privé, en fait, les montants que j'ai mentionnés, c'est pas que du privé, c'est du public et du privé, c'est vraiment des flux financiers. Et plutôt que d'opposer les deux, je pense qu'il faut vraiment jouer la complémentarité. Alors si le sujet vous intéresse, on fait chaque année en France un exercice qui consiste à tracer tous les flux d'investissement bas carbone et à regarder dans quel secteur de l'économie ils ont lieu, quels sont les porteurs de projets, publics, privés, d'où vient l'argent, est-ce que ça vient du public, du privé, par quel type d'instrument c'est passé. Voilà, 32 milliards d'investissements en France. Si vous voulez faire simple, le transport, c'est essentiellement des fonds publics qui viennent l'abonder. Par contre, il y a un secteur sur lequel c'est essentiellement des fonds privés qui jouent, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est essentiellement des faits des ménages et essentiellement financé sur fonds propres et un peu par des prêts bancaires. Donc ça, je vous renvoie vers ce travail qui, à ma connaissance, est unique en France et qui permet en tout cas d'objectiver le débat. Peut-être deux mots complémentaires. Très court, on a fini là. Donc, sur le PIB, oui, sortir du PIB, oui, mais la question que j'aurais tendance à vous poser, le PIB c'est très daté, c'est post-Deuxième Guerre mondiale, etc., ça ne sert plus à rien. La question que j'aurais tendance à vous poser même, c'est d'ailleurs à quoi ça sert. Est-ce que ça vous sert à vous dans votre vie de tous les jours pour prendre vos décisions? À moi ça ne me sert à rien, mais à vous ça vous sert peut-être à quelque chose. Donc au-delà de la question du PIB, pour moi la question c'est quels indicateurs prend-on pour prendre nos décisions. Et j'ai un petit challenge pour vous du reste. Vous êtes normalement tous, vous avez un patrimoine. Posez-vous la question de savoir, à la lumière de ce que je vous ai dit, est-ce qu'il n'y a pas des risques et des opportunités à saisir. Si vous avez un portefeuille financier, allez voir votre banquier ou votre assureur et demandez-leur mais finalement dans quel monde j'investis là, un monde 2 degrés ou un monde 6 degrés, c'est quoi les risques? Puis si vous avez un logement, demandez-vous s'il est climate proof 2050. Quoi. Et donc, combien vaudra-t-il en 2050? Mon conseiller bancaire va être heureux. Antoine Noir, on finit par le... S'il y avait un mot déterminant, une valeur, un élément éthique pour convaincre ceux qui ont envie d'investir à la Générale Solaire, par exemple, ou qui se doutent encore, vous diriez quoi? Ouais, c'est une question très ambitieuse. Je pense que justement, le solaire est en telle explosion dans le monde qu'il n'y a pas tant besoin que ça de convaincre des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs se battent pour investir dans les centrales solaires. Mais simplement, on n'arrive pas à en faire suffisamment à cause de tout un tas d'autres blocages. Et il y a des questions là-dessus auxquelles on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre, mais la question de la politique, les leviers politiques et éthiques, je veux quand même en dire un mot pour répondre à monsieur. Effectivement, il y a le prix du carbone, mais très court. Il y a d'autres leviers également qui seraient complémentaires en plus, c'est de simplifier le cadre réglementaire, d'apporter de la visibilité aux investisseurs, de maintenir un droit de la concurrence inattaquable. Et je citerai un seul exemple, ça pourra d'ailleurs être le mot de la fin pour vous amener à réfléchir un peu. Les objectifs de la France en matière de solaire, c'est 40 gigawatts en 2030. On en a déjà fait 8. Les Allemands en ont déjà fait 45, nous on en a fait 8, il en reste 32 à faire et EDF annonce un plan solaire de 30 gigas d'ici 2030. Donc je vous laisse un peu méditer sur cette vision de la concurrence qui risque de bloquer tout le monde parce que là, nous, c'est vrai que Général du Solaire, si on voit ça, on se dit qu'on arrête le solaire et on va aller faire
autre chose. Donc il faut vraiment arriver à faire pour l'énergie la même chose qu'on a fait dans les télécoms, c'est-à-dire lorsqu'il y a des nouveaux entrants, une libéralisation, et bien de permettre un maintien finalement des équilibres qui permettent à tout le monde d'avoir envie de l'investir dans cette belle technologie. Comme quoi le solaire peut être trivial et pragmatique, c'est une conclusion où on a compris le message. Je voudrais simplement qu'on remercie, par vos applaudissements évidemment, nos 4 orateurs. Merci infiniment, passionnant, évidemment on ne peut pas être exhaustif, et je vous passe la parole à Pierre Candelier.